Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la France. Et oui, ce beau pays qu'on aime tant et qu'on voudrait bien sûr voir dans de meilleures conditions. Et bien ce pays, à l'heure où je vous parle, est considéré comme pédoland, c'est-à-dire le paradis des pédophiles. Et à ce propos, écoutez bien le témoignage de Morad El Altab, il est édifiant et j'aurai aussi deux autres extraits à vous montrer en complément bien sûr de ses propos. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage ainsi que le boost de la vidéo. Et je remercie tous les donateurs, vous êtes extraordinaires, que ce soit sur Tipeee ou sur YouTube, ça me donne énormément de force, mais surtout ça me donne les moyens bien sûr de continuer. On écoute Morad et on en parle juste après. C'est Olivier Combes. Olivier Combes habillé en tenue de combat, en fin de compte il est habillé comme ça pendant la crise des Gilets jaunes. T'imagines, le mec, ce gars était le directeur de la DGSI dans les Ardennes. Ce gars-là, ex-officier de la DGSI, en vrai on oublie de dire qu'il était directeur de la DGSI, jugé pour agression sexuelle. Au départ, il devait être jugé aux assises pour viol. Bizarrement, intervient la DGSI, c'est-à-dire Nicolas Lerner, son patron. Discussion avec l'Élysée. On dit au magistrat, écoute, tu veux faire ta carrière? Le mec, ils en reprennent un autre, agression sexuelle. Non. Tu vas sauver ce bonhomme. Parce que ce bonhomme, il est avec nous. Il a massacré les Gilets jaunes, mais surtout, ce bonhomme. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans son ordinateur? Article d'une de tes consoeurs, Isabelle Orlan. D'accord? Pédopornographie, l'ancien patron de la DGSI des Ardennes condamné. Il a violé plus de 20 gamines, d'origine maghrébine majoritairement. Certains étaient convertis parce que contre la déradicalisation, c'est la seule fois où je vais donner une origine à un enfant, parce que moi j'estime que tous les enfants sont des anges et je me bats pour tous les enfants. Mais là, c'était dans un cas précis. La DGSI estime aujourd'hui qu'après avoir violé tous ces petits enfants de souche, et continue à le faire, hein, ça serait peut-être un peu délicieux si on offrait au réseau et à l'élite des petits, comme appelé Macron auprès de Louis de Ragnel, des petits bougnoules et des crouilles, ou des rabzouz, ou des mamadou, c'est ce qu'il a dit. C'est les propos de Macron? Propos de Macron, qu'il a dit à Louis de Raguenel, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles à l'Élysée, parce qu'on va parler des bougnoules et des crouilles, et qui a dit devant Geoffroy Lejeune, en parlant des gens d'origine africaine, des mamadou, et puis des rabzouz. Même Geoffroy Lejeune était étonné par le mot rabzouz, ça sortait de la bouche du président de la République. C'est un des plus grands racistes que l'on ait. Hein. Et alors, le patron, là, le directeur des Gilets des Ardennes, je vais te raconter ce qu'on a trouvé sur lui. Alors, il consultait des images pédopornographiques via son ordinateur privé, mais le pire, via son ordinateur professionnel. Donc la direction de la DGC à Paris était au courant. Et ils ont les affaires. Mais attends, c'est tout un réseau qu'il y a derrière, parce que toi qui connais un peu les chiffres, enfin un peu, beaucoup même les chiffres, je te salue pour ton travail Farid. Écoute bien, l'ex-commandant radié des cadres de la police est condamné pour la détention, il est condamné pour détention de dizaines de milliers de clichés d'enfants nus, stockés sur des ordinateurs, 15 disques durs, 6 cartes SD, 3 tablettes, clés USB au pluriel, 2 téléphones. Il est aussi pour avoir consulté depuis 2014 au sous-sol de son pavillon familial des sites pédopornographiques via des logiciels cryptés. La peine infligée, 2 ans de prison dont 12 mois ferme, couvre la détention provisoire de juin 2019 à avril 2020 et soumis à un sursis probatoire jusqu'en 2023 avec obligation de soins. Le mec là, ce type Olivier Combes là, hein, au plus haut sommet de l'État. Mais dis-moi, de toi à moi, sur les vagamines, il n'y en a que 2 qui ont le courage de l'affronter et eu un huis clos au tribunal. Et la justice, des juges en France, ont donné raison à ce type, hein, en l'envoyant pas aux assises et juste en le condamnant pour image Mais tu te rends compte dans quel pays on vit? Et effectivement, dans quel pays on vit? Mais pourquoi donc ces gens-là ne sont jamais traduits en justice comme ils le devraient? Pourquoi ces gens-là sont toujours protégés par des gens au-dessus d'eux? Cela voudrait dire quoi? Que les gens au-dessus d'eux, eh bien, sont eux-mêmes impliqués dans des affaires. C'est exactement ce que va nous parler le média Contre 7. Je vous laisse écouter l'extrait et on en parle juste après. Bruno Le Maire, Fabrice Hédan et Olivier Colomb. Ce sont les premiers noms français qui sortent aujourd'hui des dossiers Epstein. Fabrice Hédan, pour commencer, diplomate français en poste à l'ONU en 2013. Selon des révélations de Mediapart, il a été visé à l'époque par une enquête du FBI, rien que ça, et des Nations Unies pour des soupçons de consultation répétées de sites pédopornographiques. Des rapports évoquent des horaires, des dates et même, selon des sources de l'ONU, citées par le journal, des fichiers retrouvés sur son propre ordinateur. Plusieurs hauts responsables de l'époque, notamment le ministre des Affaires étrangères, étaient au courant. Pourtant, pendant plus de 10 ans, la justice française n'a pas été saisie. Pendant ce temps-là, le diplomate a poursuivi sa carrière dans des postes prestigieux, notamment à l'UNESCO, chez Engie
ou à la banque Rothschild. La question légitime est donc, pourquoi aucune enquête judiciaire en France pendant 13 ans? Deuxième nom, Olivier Colomb, ancien conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy à l'Élysée entre 2007 et 2012, puis cadre de la banque Rothschild encore. Les Epstein Files rendus publics par la justice américaine et analysés notamment par Mediapart montrent des échanges de mails entre lui et Jeffrey Epstein entre 2013 et 2018, pendant 5 ans. Des échanges très crus. On y lit des conversations sur des jeunes femmes, des propos qualifiés de graveleux, parfois racistes, des demandes pour trouver des assistantes jeunes et très mignonnes. Dans ces mêmes échanges de mails, Olivier Colomb joue aussi les intermédiaires. Il organise une rencontre entre Epstein et Bruno Le Maire à New York, confirmée par l'entourage de ce dernier, qui affirme être reparti rapidement en comprenant chez qui il se trouvait. Il tente également d'obtenir des rencontres avec Nicolas Sarkozy, ce que l'entourage de l'ancien président dément avoir accepté. Troisième nom, donc Bruno Le Maire, à l'époque député, aujourd'hui ancien ministre de l'économie, pendant 7 ans. Son entourage reconnaît une rencontre brève au domicile d'Epstein, tout en affirmant qu'il ignorait l'identité de son hôte avant d'y entrer et qu'il serait parti rapidement. On peut lui faire confiance, ce n'est pas un menteur. Ce qui relie ces 3 affaires, ce n'est pas seulement Epstein, c'est aussi l'absence de conséquences en France pendant des années. Des soupçons graves connus dans certaines administrations par de hauts responsables politiques, des relations documentées, des échanges explicites, des preuves. Et pourtant, aucune enquête judiciaire immédiate, ni scandale public à l'époque, ni sanction visible. Et les médias, pas intéressés. Forcément, si les plus hauts personnages de l'État sont tous impliqués de près ou de loin dans des réseaux de pédophilie et sont notamment cités dans l'affaire Epstein, on peut comprendre pourquoi leurs petites mains, leurs employés, bien sûr, de la fonction publique, eh bien, n'ont jamais de problème, parce que cela, bien sûr, risquerait de les éclabousser, et puis surtout, la presse, le public, les risquerait, bien sûr, de vouloir un petit peu plus de lumière sur ces affaires, mais surtout sur ces réseaux. Et même quand les gens du milieu essayent de prendre la parole, comme Babette de Rosière, qui a dénoncé, bien sûr, quelque chose qui fait froid dans le dos, vous allez l'écouter, eh bien, cela n'aboutit jamais, tout simplement parce que la justice est main dans la main avec le pouvoir politique, et que tous, malheureusement, sont trempés dedans. Là encore, on le voit dans tous les documents qui ont été déclassifiés de Jeffrey Epstein. On se rend compte que les politiciens, que les gens du showbiz, de la justice, de la diplomatie, fonctionnaires, hauts fonctionnaires, tous se côtoient malheureusement dans ces réseaux. Écoutez le témoignage de Babette de Rosière. Très grave, je vais te le dire. D'abord, ça a donné lieu à un signalement. J'ai fait un signalement auprès du procureur de la République. Il m'a été rapporté qu'il y a un chef de cabinet qui était dans un ministère, je dirais même le ministère des Armées, qui aurait violé une fille. Au ministère des Armées en France. Oui, oui. Là, Babette est en train de dire quand même que le gouvernement étouffe une affaire. Ben bien sûr, et c'est pas la un scandale. Je voulais te parler de quelque chose. En ce moment, je trouve que le monde va mal. Non mais, par exemple, là, ce qui se passe en ce moment avec l'affaire Epstein. Oh là là. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Ça a commencé aux États-Unis, c'est ici, mais ça m'étonne pas. Hein. Exactement. Parce que je pense la même chose se passe aussi dans les coulisses du pouvoir. Où ça, en France? Bien sûr, mais je parle de France, j'habite en France. Oui. Et au ministère des Armées en France, qui aurait violé une fille. Et moi, j'ai fait un signalement. Le procureur est au courant, mais personne n'en parle. C'est comme l'affaire Epstein, personne n'en parle. Mais là, c'était récemment. Comment peux-tu cautionner le fait qu'un chef de cabinet dans un ministère viole quelqu'un et personne ne dit mot? Peut-être que même le ministre est au courant, tout le cabinet doit être au courant, et la fille, on l'a exfiltrée, on l'a envoyée à la mairie de Paris. Le garçon qui a commis ces faits-là, lui aussi, il a été mis de côté. Mais attends, Babette. Faut pas aller chercher aux États-Unis, ça se passe dans nos ministères ici. Babette, c'est un truc de fou ce que tu es en train de dire. Et après mon signalement, j'ai appris que le procureur était au courant. Donc c'est pas une blague. Moi, ce qui me gêne, c'est de voir qu'une femme, elle s'est faite violer dans un cabinet ministériel par un chef de cabinet et personne ne dit rien. C'est comme une lettre à la poste. Je ne comprends pas ça, mais cette femme-là, si elle m'entend, il faut qu'elle raconte cette histoire-là. Ce n'est pas possible d'être souillée par quelqu'un qui représente l'État dans un cabinet ministériel et tu dis rien. Mais on te prend pour qui? Mais non, il faut qu'elle dise ça. Et c'est la réalité. Moi, j'en ai des preuves. Je raconte pas des choses comme ça. Donc hein. là. Alors, si cette femme, si elle m'entend, elle est violée, elle n'ose pas le dire, moi, je l'encourage à le dire, quel que soit ce qu'on lui a proposé. Peut-être qu'on lui a proposé des choses, peut-être que, je sais pas, ils se sont arrangés entre eux. Bien sûr. Mais
pour qu'un ministre aussi cautionne. Oui, mais Babette, si ça sort, cette histoire sort, Ah ben, si ça sort, de toute c'est un façon... scandale politique. Oui, de toute façon, ils l'ont cherché. Il y a plein de scandales comme ça. Ça sortira peut-être pas. J'en sais rien. Moi, j'ai fait mon devoir. Je suis une élue. Il m'a été rapporté quelque chose d'aussi grave. Je me suis dit, même pour me protéger, je ne vais pas garder ça. C'est plus qu'un crime, un viol. Tu le portes toute ta vie. Tu le revois toute ta vie. Tu n'es pas guéri. C'est inguérissable. Vous êtes bien placé pour le dire. Mais je suis bien placé. C'est pour ça que je te dis que ça, c'est perpétuité. Donc, moi, je ne comprends pas. J'espère qu'un jour, cette affaire-là sortira. On ne peut pas laisser les choses comme ça impunies. Si c'était moi qui avais fait une chose comme ça, je serais déjà derrière les barreaux. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit de ministères, il s'agit des chefs de cabinet. Et après, bien sûr, on va nous dire que les réseaux n'existent pas. Pour une raison toute simple, cela touche malheureusement tout le monde. Cela touche tout l'écosystème de la République, de près ou de loin. Aussi bien le petit monde parisien qu'en province. La France est gangrénée par des réseaux pédophiles qui, à mon sens, sont interconnectés. C'est-à-dire, c'est un moyen en plus pour le système de tenir tout le monde à carreau. Dans l'extrait que vous avez entendu, elle dévoile le prénom, bien sûr, de la personne qui a violé une femme dans le ministère, sauf que cela a été coupé car elle a trop peur des suites. Et on l'a vu récemment, les gens qui parlent dans ce pays, eh bien souvent, ils finissent suicidés. Alors, on y croit pas. Nous n'avons évidemment pas de preuves ni d'éléments pour nous prouver le contraire, mais on peut sérieusement douter avec les éléments que nous avons, bien sûr, que toutes ces personnes-là se sont, d'un point de vue volontaire, suicidées. Surtout qu'ils étaient tous liés de près ou de loin à la même affaire, et c'est la même chose pour les réseaux pédophiles en France. Ils sont tous liés de près ou de loin, et ça leur permet de faire tenir leur système. C'est-à-dire que malgré que le système va mal, malgré que le système s'effondre, eh bien cela permet de tenir tout le monde en laisse, car personne n'a intérêt que cela change, car vous l'avez bien compris en écoutant tous ces témoignages, si un jour ça parle, si un jour ça lâche, eh bien cela sera comme un château de cartes, tout s'effondrera bien sûr sous leurs pieds. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost et merci à tous les donateurs. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.